Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler jeux de rôle, mais nous allons parler aussi d'Horreur Arkham. Alors vous savez que Horror Arkham, il existe déjà le jeu de cartes, le jeu de plateau, tout ça produit par Fantasy Flight Games et Edge Studio évidemment. Mais maintenant, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Horreur Arkham. Ben, le jeu de rôle, en gros, quoi, c'est normal, hein, puisque c'est un jeu de rôle. Alors ça, c'est une boîte d'initiation qui s'appelle l'Insatiable Abyss. Alors l'Insatiable Abyss, on va découvrir un petit peu, on va faire un open the box, hein, traditionnel, hein. Et puis après, je vais essayer de vous décrire un petit peu le système de jeu. Il faut savoir que c'est très évolutif, donc au sein de la boîte, nous allons découvrir les règles, mais je vais essayer de ne pas trop spoiler au niveau du scénario, donc vous n'allez pas tout savoir, mais vous allez comprendre les principes de règles. Alors on se retrouve de suite pour l'ouverture de boîte de Horreur Arkham, l'Insatiable Abyss. Alors vous voyez, on se retrouve devant la boîte d'Horreur Arkham, l'Insatiable Abyss, coffret d'initiation, hein. Donc bon, vous voyez qu'au niveau, ceux qui connaissent les produits Fantasy Flight Games reconnaissent de suite la marque du jeu de cartes et du jeu de plateau. On reste dans la même gamme visuelle avec les mêmes types d'illustrations. Donc on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors ce qu'il y a dedans, il y a le livret d'aventure qui contient les règles et la campagne. C'est une mini campagne en plusieurs actes, comme on va le voir. Un écran. Voilà. Alors l'écran, Horreur Arkham, le jeu de rôle, c'est un écran en deux parties, vous voyez qui est petit, bon, pourquoi pas. Petit écran de volets en format rigide, voilà. Des trucs à dépuncher. Alors je vais pas trop en dire parce que certains c'est les énigmes que les joueurs vont devoir résoudre au fil de l'aventure, donc je vais pas trop en dire, mais vous voyez que c'est des petits des trucs à dépuncher. Hop, il y en a un qui est parti, il y en a même deux qui sont partis. Voilà, je les pose dessus. Des petits marqueurs à dépuncher qui sont les PNJ du jeu, mais aussi les personnages joueurs. Voilà, on peut déjà voir l'adversité qu'il va avoir au sein de l'aventure. Alors ils ont laissé le titre en anglais, hein, Hungering Abyss. Bon, évidemment ils n'ont pas pris, ils vont pas fait l'erreur de traduire, hein, c'est pas nécessaire. Ici c'est encore, voilà, c'est encore des marqueurs, il y en a pas mal. Alors vous avez des marqueurs de santé mentale, qui se dépeignent tout seul, hein, et des marqueurs de vigueur, de vie quoi. Vous avez des cartes. Alors ça c'est vraiment, on passe lentement, grâce à ce jeu, du jeu de plateau traditionnel au jeu de rôle. Donc les joueurs vont marquer leur déplacement au fil des actes et des scénarios. Donc je ne vais pas les ouvrir parce que vous allez trop savoir où c'est que vous allez jouer, mais chaque acte a une carte. Voilà, vous avez différentes cartes. Vous allez pouvoir placer vos marqueurs. Voilà. Elles sont chouettes quand même, hein, c'est du boulot vraiment de pro, hein, comme c'est le faire Edge Studio et Fantasy Flight Games. Voilà, vous avez différents trucs. Hop, je tourne la boîte. Vous avez des aides de jeu, plein d'aides de jeu. Alors c'est un jeu de collaboration, donc au début vous allez voir que les personnages vont se distribuer des informations et ils vont vouloir collaborer pour avancer dans l'aventure. Donc c'est vraiment, ça prend le jeu de rôle. Donc là vous avez les PNJ. Donc le PNJ, vous avez le système de jeu, on va le voir tout à l'heure. Les résumés des règles, très pratique. Et vous avez un petit background avant l'aventure, etc. Voilà, vous avez Rita Young, Daisy Walker. Alors il faut savoir que le jeu se déroule de 5 jusqu'à 5 joueurs. Vous jouez à moins, en sachant que le meneur de jeu peut distribuer des informations qui étaient destinées à notre personnage qui n'est pas présent, à des joueurs qui sont présents, et il y a des astuces pour cela, Coloring Fern. Joey Diamond, alors Joey Diamond, il est de préférence qu'un des joueurs l'interprète. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable parce que c'est le personnage, disons, central, pas central, mais c'est le personnage qui réunit tous ces gens pour pouvoir lutter contre l'adversité qui se déroule dans Arkham. William Yorick. Vous avez un blister. Voilà, je vais déchirer, comme ça on est tranquille. Voilà, avec les sorts. Voilà, parce qu'il y a des sorts, bien évidemment. Et des aides de jeu aussi, police d'Arkham, etc. Alors on joue avec des D6, et bon, ils sont pas été radins, ils ont fourni une grande dose de D6. Alors vous avez des D6 ici de couleur verte. Voilà. Vous allez voir que le système à base de D6 est relativement simple, mais il nécessite quand même pas mal de dés, hein. Au moins 6 par joueur.
Voilà. Là, c'est pareil, c'est aussi des D6. Je vais essayer d'ouvrir la boîte sans la défoncer. Ben, c'est ça. Voilà. Là, vous avez aussi des D6 qui sont d'une autre couleur. C'est intéressant d'avoir des dés de différentes couleurs parce que dans le règle de jeu, le joueur va pouvoir utiliser ses D6 traditionnels. Je vais vous expliquer. Mais il va pouvoir ajouter des D6 qui sont suite à des situations ou des avantages. Et il vaut mieux qu'ils soient d'une autre couleur parce que ceux-là ne sont pas récupérés. Et là, vous avez des énigmes. Donc, voilà, vous avez que c'est écrit. Ouh là là, on ne comprend pas. Mais c'est fait exprès pour pas qu'on comprenne parce qu'il va falloir déchiffrer tout ça. Et vous avez les cartes PNJ qui sont ici. Avec le nombre de dés. Vous avez aussi, bon, vous avez les PJ qui sont là, ils ont tous 6 dés, hein, les PJ, vous voyez ici, ça. Alors 6 dés, ça représente ceci, on va le voir, le nombre de points de vie. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la boîte. Maintenant, on va voir, on va jeter un petit coup d'œil à la règle quand même, ça peut être intéressant. Allez, un petit coup d'œil à la règle. Je vous ai mis une petite configuration pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, le livre d'aventure Horror Arkham, alors qui est à la fois un livre de règles et la mini-campagne. Et ici, vous avez comment vous disposez votre personnage. Vous voyez que vous mettez vos dés ici. Alors les dés représentent les points de vie aussi. Donc plus vous allez perdre de points de vie, et moins vous allez avoir de dés, tout simplement. Et bon, évidemment, quand vous avez plus de dés, il se passe des choses. Ouais, votre personnage, on peut dire qu'il n'est pas très bien. Voilà, alors ça c'était pour vous montrer un petit peu la configuration de votre feuille de personnage. Vous voyez que c'est relativement simple, hein, il y a juste ça. Donc je vais enlever ça et puis on va jeter un coup d'œil au livre de règles. Alors, on se retrouve dans l'Insatiable Invincible, le livret d'aventure. On va voir ça. Bon, au début, c'est juste une explication, qu'est-ce qu'un jeu d'aventure et tout, un jeu de rôle, etc. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Hein. Bon, c'est très intéressant pour les néophytes. Faut savoir que cette boîte d'initiation est vraiment faite pour que tous les joueurs, y compris les meneurs de jeu, peuvent découvrir le jeu de rôle sans l'aide d'un élément extérieur un peu plus expérimenté. Donc voilà. Choisir le meneur de jeu. Là, vous voyez que la présentation est comme la présentation de l'intérieur d'une boîte de jeu de plateau. La fonction du meneur de jeu. Et là, il y a la structure de la mini-campagne, 3 actes. Dans chaque acte, il y a 3 scènes. Il y a les scènes narratives et les scènes structurées. Ça commence par la scène narrative, qui est la plus simple. En fait, c'est les personnages discutent, etc. Donc là, ça se passe chez Joe et Diamond. Bon, je ne spoil pas trop, mais ça montre un petit peu comment on utilise les dés dans une scène narrative. Alors c'est assez intéressant parce que quand on fait une scène narrative, si on fait une action simple, c'est-à-dire se déplacer, ouvrir une porte, etc., ça coûte pas de dés. Par contre, dès qu'on entame quelque chose de la recherche ou qu'on veut grimper un mur, par exemple, hein, là, on va décider du nombre de dés qu'on va utiliser pour réussir son test. C'est-à-dire que c'est une action complexe, et dès qu'il y a une action complexe, on va choisir un nombre de dés, et on va lancer ces dés. Tous les dés qui font égal au seuil ou supérieur à la caractéristique du personnage vont réussir leur action. Donc ça permet au bout d'un moment, vous n'avez plus de dés, forcément. Et les autres joueurs vont leur rester des dés. Donc une scène narrative, ça force un petit peu les autres, tout le monde à participer. C'est-à-dire, bon, évidemment, une fois que le personnage a épuisé tous ses dés, il peut encore intervenir, mais il ne peut plus lancer les dés, il va juste dire par exemple à un autre personnage, moi ce serait bien que tu fasses ça, etc. Donc il va aider le personnage à prendre des décisions, et l'autre personnage va utiliser les dés. Une fois que tous les personnages ont utilisé leurs dés ou ne souhaitent plus en utiliser, on passe à une autre scène narrative, les joueurs récupèrent leurs dés et on continue comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez malin parce que ça permet à les joueurs débutants et les joueurs un petit peu moins débutants, les joueurs timides, de pouvoir influencer sur le déroulement des événements. Par ce système, ça évite que la personne la plus bavarde vraiment s'accapare toute la scène narrative et que les autres joueurs ne soient que les spectateurs de ce joueur un peu trop bavard. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle les scènes narratives. Les actions simples, comme je le disais, sont gratuites, on n'utilise pas de dés. Les actions complexes, vous misez un certain nombre de dés. Donc là vous avez quand hurlent les chiens, c'est la première scène de l'acte, voilà, il y a la première scène de l'acte 1, faisons le point, etc. Donc je vais passer rapidement. Nous ne sommes pas seuls,
on passe à la scène structurée, c'est-à-dire la scène que les joueurs de rôle connaissent bien, où on commence à déclencher les initiatives, etc. Donc là, c'est pas mal foutu aussi, c'est-à-dire que on introduit petit à petit les règles au fur et à mesure de l'apprentissage. Bon, c'est pas attention, Aurora Arkham n'est pas le premier jeu de rôle à faire ça, il y en a d'autres, mais là c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien écrit, c'est agréable à lire, franchement, il y a de quoi, franchement c'est du bon boulot. Donc là par contre, dans une scène simple, quand on fait dans une scène structurée, quand on fait un acte simple, on doit dépenser un dé. Voilà. Vous avez une force, etc., vous dépensez un dé. Ensuite, vous avez des actions complexes. Les actions complexes, c'est attaquer, etc. Vous pouvez utiliser un certain nombre de dés pour essayer de vaincre la défense de l'adversaire, qui est votre capacité d'attaque. Donc vous allez faire des dégâts en fonction de votre capacité d'attaque. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas dépenser tous les dés, parce que si vous dépensez tous les dés, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous devez garder des dés pour aussi lancer les dés pour pouvoir vous défendre. Donc là, franchement, c'est pas mal foutu. Il y a des dégâts, évidemment, les blessures, le personnage est blessé. Voilà. Si vous arrivez à blesser un personnage, vous allez faire un seuil supérieur, et vous pouvez avoir des réussites supplémentaires, vous pouvez infliger des blessures. Les blessures sont déduites des points de vie de... Voilà. Alors scène 2, nous ne sommes pas seuls. Alors tout est fait à base de plans, et dedans il y a des petits... J'ai passé volontairement rapidement pour pas vous voyez. Il y a des énigmes. Alors les énigmes, c'est ce qui est des petits dans la boîte. Alors certaines sont très simples. Franchement, c'est juste une logique à respecter, etc. Mais c'est bien introduit, je trouve, dans la narration, et c'est pas des trucs gratuits, c'est-à-dire que pendant que vous faites votre énigme, plus vous mettez de temps à résoudre cette énigme, plus il se passe de choses autour, et puis la situation devient compliquée, c'est pas mal du tout. Donc là, ça se déroule, les docteurs passent par nous. Alors vous passez par différents lieux, vous voyez qu'il y a des plans un peu partout, vous passez par différents lieux, vous rencontrez différentes créatures, petit à petit on rentre certaines choses, la règle de la santé mentale, qui est gérée de la même manière que les points de vie, vous rencontrez de nouvelles créatures, vous apprenez à manipuler les sorts aussi, qui sont régis exactement par la même technique. Donc on est vraiment dans un jeu de rôle très très simple, vraiment très accessible. Graphiquement, c'est joli quand même, il n'y a rien à dire, c'est du bon boulot de Edge Studio, franchement j'aime bien. Voilà. Et donc là, vous arrivez à la fin avec le code des énigmes, je passe rapidement. Voilà. Alors quand j'ai découvert cette boîte, franchement j'ai trouvé ça pas mal. Alors, qu'est-ce que ça apporte à Cthulhu? Bon, des jeux de rôle sur le mythe de Cthulhu, il y en a tant et plus. Mais là, le jeu fait partie d'une gamme en fait. Je pense que les joueurs qui jouent à Horror Arkham, le jeu de cartes, ou même au jeu de plateau, vont pouvoir facilement passer au jeu de rôle via ce petit artifice, qui est une passerelle. Bon, maintenant, il faut voir comment ils vont développer Horror Arkham, le jeu de rôle. C'est prévu, il va y avoir d'autres choses, on va passer à des strates supérieures. Cette petite campagne vous met bien dans le bain. Attention, elle est très pulp, elle est très orientée action, on bouge beaucoup ses pions, il y a beaucoup de combats, on n'est pas dans un jeu de rôle très narratif. Ça peut, des meneurs de jeu plus expérimentés peuvent certainement arriver à produire un système narratif un peu plus perfectionné, avec un peu plus d'échanges entre les PNJ et les joueurs, qui sont un petit peu encouragés quand même par certains moments, en fonction de comment vous réagissez avec un PNJ. À un moment donné, le PNJ va agir différemment et va peut-être pas intervenir de suite, il va intervenir plus tard, dans une scène supérieure. Voilà, donc c'est quand même bien combiné, la campagne est plutôt bien foutue, franchement. Voilà. Donc c'est Horror Arkham, c'est tout frais, tout chaud, c'est chez Edge Studio. Franchement, j'ai été assez surpris surpris non, parce qu'en fait j'ai l'habitude des produits Edge Studio qui sont vraiment de bonne qualité, mais là, franchement, ça peut avoir sa place à la fois dans les boutiques de jeux traditionnels, dans les Cultura, dans les Fnac, et aussi dans les boutiques spécialisées. C'est vraiment un produit hybride qui est une passerelle vers le jeu de rôle pour les amateurs de jeux de plateau qui vont pouvoir passer facilement à notre loisir favori. Et même les joueurs de jeux de cartes vont s'y retrouver et vont être vraiment en terrain connu. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Vous voyez on a encore pas mal de montage à faire au niveau de notre retour d'Octogone. Là, je tenais quand même à vous présenter Horror Arkham parce que ça fait, je l'ai eu avant de partir sur Lyon, donc il me semblait normal que je vous en parle maintenant parce que j'ai pas mal lu, on a fait quelques essais, bon bref, voilà.
Donc c'était la présentation de Roarkham, le jeu de rôle, chez Edge Studio, avec Fantasy Flight Games. Bon, évidemment, tout ça, c'est le groupe Asmodée, et c'est tout pour cette fois-ci. Bah, on se retrouve la semaine prochaine, hein. Oui, la semaine prochaine, je vous parlerai de Célébris. C'est un petit coup de cœur quand même. À la semaine prochaine.